toutes et à tous, bienvenue dans Quelle comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dolla, Arthur Lenoir est avec nous derrière la caméra. Arthur répondra à vos commentaires en direct. Ce soir, nous recevons, Arthur et moi, 3 membres de la troupe de la comédie française avec des arrivées et des départs un peu décalés en raison des répétitions, plus exactement plutôt des représentations du soir. Alain Langlais, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous quitter dans une vingtaine de minutes. Ouais. Voilà, un peu moins même. Oui. Parce que vous jouez ce soir, salle Richelieu. Le Malade imaginaire. Le Malade imaginaire. 361e représentation dans cette mise en scène, ce qui est une sorte de record. Ouais. Hein, c'est vrai. C'est votre 361. Non, pas tout à fait. Moi, j'ai pas fait. Non, je les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait pas mal. Mise en scène Claude Stratz. Nicolas Lormeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, J'en ai fait 320, mais je le joue plus. Terminé. Et puis nous attendons Clément Bresson, qui lui est parti. C'est mon rôle. Voilà, qui vous a piqué votre rôle, exactement. Il est parti dîner, s'habiller, il arrivera en tenue et partira, voilà, peut-être un tout petit peu avant également pour assurer cette représentation. Alors si nous vous avons réunis ce soir, c'est pour parler de la programmation de Molière à la table en public dans le cadre de la saison Molière faisant suite aux 24 représentations diffusées en ligne pendant la période de fermeture des salles de spectacle. Je ne sais pas comment la définir autrement, puisque on aurait pu dire la pandémie, mais en réalité, nous y sommes toujours encore un peu. En tout cas, cette période qui a couru de novembre 2020 à mai 2021, vous avez, la Comédie Française, programmé 24 représentations de théâtre à la table en ligne. Et dans cette continuité, la Comédie Française programme 8 spectacles à la table, en public, diffusés ensuite sur le site de la Comédie Française et sur YouTube. Voilà, pour la partie formelle. Est-ce que qui veut rappeler le principe de ce théâtre à la table en public ? Peut-être Alain, vous qui êtes déjà passé. Oui, j'y suis passé en public, oui. C'est le même principe, sauf que c'est collectivement vécu, puisque le public, le public est présent. Alors qu'est-ce que ça... on est toujours dans ce théâtre, alors le théâtre à la table, théâtre avec des tables, des chaises sur une table. Non, le principe est là, c'est la découverte effectivement d'une œuvre, ou du répertoire, l'esquisse, mais effectivement, encore une fois, collectivement vécu, puisque le public, et en plus le public a des outils un peu différents, puisqu'il est dans la salle, mais il peut voir aussi projeter ce qu'il aurait pu voir s'il était resté chez lui. Donc, ça fait... Parce que c'est filmé en même temps, voilà, par les équipes de Clément Gobert. Exactement. Et sur la scène, on a des écrans ? Oui. Ah ouais. Alors, Alain Langlais, vous avez participé à plusieurs théâtres à la table pendant la période de fermeture des salles. Ouais. Vous faisiez partie de la distribution de Sganarelle ou le Cocu imaginaire proposé, dirigé par Thierry Ancis dans le cadre de la saison Molière. Vous étiez Villebrequin. La représentation en public a eu lieu le 14 février dernier. Elle sera diffusée ce samedi 5 mars à 20h30. Décrivez-nous votre expérience de comédien sur ce projet spécifiquement, et peut-être plus généralement sur le format théâtre à la table, même si je crois que vous en avez déjà parlé à cette antenne. Vous avez notamment participé à la grande aventure de Souliers de Satin. Voilà. Lucide, il y en a pas mal, il y a quelques propositions. Qu'est-ce que ça change pour vous, acteurs, ce dispositif ? Ouais. Ce qui est drôle, c'est que ce Sganarelle, en plus Nicolas est là, ce qui est drôle, c'est qu'on a joué dans ce spectacle. Ce spectacle a été monté il y a 20 ans. Il y a 21 ans. 21 en 2001. Voilà. Moi, par Thierry Ancis. Je jouais Sganarelle. Voilà. Et Nicolas jouait Villebrequin et Gros René. Et ce coup-ci, c'est moi qui jouais Villebrequin. Voilà. Puisque leur rapport d'âge avait un petit peu changé. Donc c'était marrant de se retrouver, de se replonger là-dedans, dans cette œuvre, dans cette farce peu souvent jouée, quoi. Et je trouve que la vertu, en tout cas la vertu de se replonger comme ça dans cette lecture, ce sont des pièces qui sont pas faciles à lire finalement, comme ça. Bon, et c'était bien de
c'était bien. Pourquoi c'est pas facile à lire? Parce que c'est en vers, parce oui, que... puis je sais pas, le rythme, c'est une langue aussi, un peu, enfin, ça fait pas partie de ce qu'on appelle, évidemment, les grandes pièces. Mais, c'est une pièce courte, en un acte. Courte, en un acte, ouais. Ouais. Mais, et puis, oui, voilà, c'est toujours pareil, le principe de la chose qui a lieu comme ça une fois, et puis qu'on lâche une fois en public. Voilà. Alors, le Hervé Pierre disait sur cette antenne qu'il existait une forme de tension et de concentration un peu inédite liée à ce dispositif tout aussi inédit. Est-ce que la caméra, qui quand même s'approche très fort de vos visages, est-ce que tout cela, le Clément Gobert et son équipe, ça change la donne? Ils sont incroyables parce que ce sont des vrais artistes. En plus, là, tout ça se passait sur la scène du Studio Théâtre. On est quand même assez nombreux dans ce Ganarelle. Quelques tables, quelques chaises, des travelling, des caméras, et tout ça, c'est dans un ballet très 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 bien orchestré. Et le ballet en question, il est mis en place lorsque vous répétez, enfin lorsque vous travaillez. Je ne sais pas si on peut parler de répétition. Clément assiste aux répétitions, et puis voilà, et puis ça se met en place, et le jour de la dernière journée, on répète l'après-midi avec les mouvements de caméra, et on se lance comme ça. Enfin, il assiste effectivement avec le directeur artistique, le metteur en scène. Pour garder Nicolas Lormeau, parce que lui, il va bientôt, être responsable. Mais donc tout ça pour dire que les choses se font vraiment très très. Enfin, on avait très très peur de se sentir un peu coincé, un peu pris, et pas du tout. Pris en étau entre les travelling et les caméras, l'image, le rapport au public. Voilà, parce qu'effectivement, il y a ce rapport au public qui est peut-être pas tout à fait le même exercice que le théâtre à la table, voilà. Filmé et diffusé, oui, voilà. Ce que vous aviez expérimenté pendant la... Mais bon, tout s'est fait, c'était de toute façon, encore une fois, assez... l'œuvre, c'était assez joyeux et assez... Quel est le public? Qu'est-ce qu'il aime dans ces moments-là? C'est quand vous ratez, quand vous trébuchez? Non, je ne sais pas, oui. Je ne sais pas ce que ça produit, effectivement, le fait... Je sais pas si c'est... Oui, c'est la chose... Encore une fois, c'est la chose qui a lieu une fois. Et puis le théâtre en train de se faire, parce que mine de rien, on a quand même pas... On n'a pas beaucoup répété. On n'a pas... Voilà, la chose se fait. Le théâtre en train de se faire est toujours assez intéressant à voir. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Mais ce rapport-là... Mais là, l'attente du... C'est assez généreux de la part de la troupe, je trouve, on est obligé, proposer cela. On est obligé, on fait pas de... Non, c'est pas du tout... Vous êtes contraint, vous êtes contraint par le Politburo. On nous force. Non, c'est pas du tout le Politburo, on les aime bien, mais on nous oblige. Non, pas du tout. Non, c'est très... Mais non, on nous oblige pas, c'est une blague. Je peux pas m'empêcher de dire des blagues. Je cherchais la blague à dire, là, je me suis tué quand même pendant 2 minutes. Oui, c'est vrai. C'est quand même un miracle. Même pas un mouvement, rien. Rien, je cherchais la blague. Je suis désolé, elle était peut-être pas si drôle. Mais c'est vrai que c'est assez généreux de la part des acteurs de proposer ça, parce que c'est une petite mise à nu. Moi, j'aurais pas dit généreux, parce que je vois pas où est la générosité supplémentaire dans le fait de lire devant des gens ou de fait de jouer devant des gens. Pardon, mais j'imagine pas où est le danger supplémentaire. À partir du moment où on joue, où on prend le risque de produire quelque chose avec nous-mêmes devant des gens qui nous regardent, il y a un risque. C'est bien le problème d'ailleurs, c'est bien le souci de jouer les petits rôles. Souvent, c'est pas tellement plus fatigant, c'est plus sportif de jouer un très grand rôle le soir, mais on n'est pas tellement plus fatigué quand on a joué un grand rôle que quand on a joué un petit rôle. Pourquoi ? Parce que le risque de rentrer en scène, c'est ça qui est fatigant. En réalité, c'est le risque de se préparer, de se dire qu'on va rentrer en scène. Moi, en ce moment, je l'expérimente. Le risque est le même. Oui. Et quand on est rentré une fois, alors après, attention, la fatigue, par exemple, répéter un grand rôle, c'est quand même beaucoup plus fatigant que de répéter un plus petit rôle, parce qu'on est plus souvent là et qu'il y a plus de choses à prendre en compte, donc ça s'accumule. Mais Nicolas... Mais voilà ce que je donc il n'y a pas de plus de générosité à lire à théâtre à table que de jouer, en fait. Quand on répète 2 mois, quand on a... par ailleurs, le métier que vous avez à la Comédie Française, le risque, il est quand même, au fur et à mesure des répétitions et de la maîtrise du texte et du rôle, minimisé. Quand on arrive et qu'on a travaillé 1 semaine,
Combien de temps? Sauf Sauf si on n'est pas d'accord sur le but recherché. Et moi, quand je vous entends parler, ou quand j'ai vu certains théâtres à table, que j'ai trouvé merveilleux, en réalité, moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, je ne cherche pas à donner une version achevée, possible. Quand Alain parle de théâtre en train de se faire, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, le théâtre à table, moi, c'est mon idée, c'est-à-dire réellement, lorsqu'on répète une pièce, c'est ça que j'essaye désespérément de faire, moi, quand je suis directeur artistique des théâtres à table, c'est que lorsqu'on répète une pièce, moi en tout cas, lorsque je suis metteur en scène, je fais comme ça. C'est-à-dire que on tripatouille la pièce, on essaye de voir où sont les points de force, voir où sont les charnières, voir de quoi ça cause, voir comment ça s'organise, et puis à la fin de cette semaine, ou de ces 10 jours, ou de ces 15 jours, ça c'est au choix du metteur en scène de ce théâtre, on finit par lire, et pour entendre un peu, pour voir si ce qu'on a décidé s'entend. Et on en est là. Mais ça veut pas dire du tout que le jour de la première, on entendra ça. Ça veut pas dire du tout que le jour de la première, on n'aura pas changé même. Parce que c'est justement à ça que ça sert. C'est pour vérifier si les instincts, a priori, dramaturgiques, pour moi, le théâtre à table, c'est le résultat de l'expérience dramaturgique, du fait d'éprouver ce que tout seul dans sa chambre, on a pu voir, on dit, cette pièce, elle parle de ça. On le vérifie. On le vérifie avec les acteurs, on vérifie des options, on vérifie ça. Et le théâtre à table n'est en aucun cas soit une espèce de sous-jeu où on se dit, quel dommage qu'ils aient pas répété parce que finalement, il manque tout. Ce n'est qu'un. Pour moi, il manque les décors, il manque les costumes, il manque le jeu, il manque les mouvements, il manque les baisers, il manque les accessoires, les actions. Il manque tout. C'est et on n'est même pas. C'est pour le théâtre à table. De mon point de vue, le résultat devrait même pas se rapprocher même d'une radio ou d'une dramatique. Une lecture, une fiction lecture, radiophonique. Une lecture, on propose. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de faire entendre la recherche en train de se faire. Donc. Par exemple, on peut reprendre, c'est pas grave du tout. C'est comme le principe des répétitions. Je me suis posé la question souvent, si les répétitions étaient publiques, ça c'est arrivé, moi j'ai assisté à... Alors bon, j'étais jeune élève comédien, j'ai assisté à des répétitions de Giorgio Strehler, la mise en scène avec la Comédie Française d'ailleurs, de la trilogie de la villégiature. Mais c'était extraordinaire de voir, c'est comme on était 60, 50 mais tous les jours il y avait du public aux répétitions. Avec les comédiens sur scène, en costume vraiment, et puis alors ça se finissait toujours par Strehler qui montait sur scène et qui faisait un grand numéro, mais c'est vrai que les répétitions en public, cela dit, on répète souvent devant beaucoup de gens en fait. Moi, j'ai déjà fait des répétitions publiques. Ça n'a pas inintérêt. Finalement, je me pose la question de me dire, qu'est-ce que ça peut produire quelle émotion ça produit chez le spectateur, et chez la personne qui vient voir un travail en et nous aussi, cours, et pour nous aussi, qu'est-ce que ça peut porter, qu'est-ce que ça peut... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens ne comprennent pas notre travail. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Et c'est formidable. Moi, j'encourage même tous les jeunes acteurs qui veulent devenir comédiens ou comédiennes, je les encourage à venir voir des répétitions, parce que si au bout de 4 heures ils se disent mais c'est très très ennuyeux en fait, c'est très très lent, c'est très laborieux. Alors si d'un seul coup ils se disent ça c'est vraiment oh là là, mais est-ce que j'ai envie toute ma vie de passer des fois 4-5 heures sur 2 phrases? Parce que c'est ça la réalité. Par moment, on cherche quelque chose. On cherche, on recommence. Notre travail s'appelle répéter. Moi, le nombre, quand ça m'arrive d'être, vous le savez, ça m'arrive d'aller donner des cours, d'être formateur. Vous êtes enseignant. Enseignant. Oui, bien sûr. Et quand je dis à des étudiants qu'on travaille des scènes, je leur dis encore une fois, il faut encore. Je fais oui, c'est le principe. Nous, ce qu'on fait s'appelle répéter. On répète, on recommence, on répète. Quand il répète toujours la même chose, nous, on répète. Cette avancée lente, ce test de dire non, c'est pas ça, on recommence, c'est pas exactement ça, c'est pas ce qu'on cherche, non, c'est pas ce qu'on cherche. Toute la difficulté est là. On n'a pas trouvé ce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est ça, la répétition. Et donc, ça peut être très, très laborieux. Et donc,
c'est intéressant, je trouve, pour les gens de voir que c'est lent, qu'on n'est pas tellement doué, que par moment, pour trouver une solution qui paraît évidente après, les gens seraient venus voir les répétitions de... Je pense qu'il y a certains spectacles qui sont laborieux, qui sont durs à trouver. 20 milieux sous les mers, par exemple. Les gens seraient venus, mais ils auraient été pendant des heures. Christian Hec et Valérie Le Sort. Les ballets des spectacle merveilleux. Mais le ballet des marionnettes, avant qu'on arrive à trouver les solutions qui vont bien, mais c'était des fois, mais sur une scène, mais des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours de suite sur ce moment-là qui va durer 2 minutes pour trouver la solution. Et donc voilà. Le théâtre à la table, c'est un entre-deux quand même. Le théâtre à la table, c'est pour moi, ça devrait. Mais d'ailleurs, moi, je regrette que le théâtre à table ne se termine pas en apothéose avec la dame, mais que toutes les répétitions de théâtre à table ne soient pas filmées. Moi, je trouve qu'il y aurait une matière là énorme en disant, voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça le résultat, c'est ça l'indication. Et quand vous entendez, c'est l'indication. C'est le plaisir qu'on a quand on voit des répétitions d'orchestre où on décortique, où on arrête, et puis on dit on va entendre que les bois maintenant, que les cuivres, et puis après quand on réentend le morceau, alors on peut repérer les choses qui ont été améliorées. Et donc ça, c'est ce plaisir-là. Ah bah le voilà. Voilà Clément Bresson. Ah bah non, c'est pas maquillé en fait. Oui, il en notait. J'y vais juste après. Ah voilà, parce que vous jouez tous les deux. Mais Alain, vous voulez y aller, il est 17. Non, encore 3. On est en train de... Non, mais c'est intéressant, le phénomène bien connu. On parle du théâtre à la table. Très intéressant. De ce dont il s'agit, en fait. Alors, c'est un entre-deux, c'est vrai. Le résultat qu'on donne, on essaye de pas trop s'arrêter et tout ça. Mais par exemple, après, j'aurai l'occasion d'en parler, je vais carrément, moi, montrer le mécanisme avec le Sicilien, justement. Donc mais voilà, Nicolas Lormeau, vous travaillez actuellement sur le Sicilien. Ou l'amour peintre. Qui sera donné dans une semaine, le 7 mars, au Studio Théâtre. Studio, ouais. Et diffusé ensuite le 26 mars à 20h30. Et vous, Clément Bresson, qui venez d'arriver, à moitié, pas vraiment, bonsoir, pas vraiment, mais qui est déjà habillé, vous êtes dans le Malade imaginaire ce soir. Vous étiez dans Sganarelle. Oui, j'avais une scène. Grenet. Oui, j'avais une scène. Alors, je vais vous poser la même question qu'à Alain Langlais. Qu'est-ce que ça change quand on est acteur de jouer comme ça? Donc, en gros, on est sur une table, autour d'une table, avec les chaises. On a répété, mais pas vraiment. On est dans le jeu, mais en fait, pas encore. On est habillé, mais comme on est habillé tous les jours. Et il y a des caméras de Clément Gobert qui tournent. Est-ce qu'il y a une tension ou un état de concentration, ce que décrivait Hervé Pierre, particulier à l'exercice, ou alors... Comme le dit Nicolas Lormeau, non, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre métier et c'est tout. Ouais, pour moi, c'est vrai que c'est à peu près la même chose que quand on est en public. Et là, vous êtes en public cette fois-ci. Oui, d'ailleurs, maintenant on est en public. Ouais. On en avait fait avant sans public, maintenant on est en public, mais ouais, c'est à peu près la même chose. J'entendais ce que disait Alain, je suis absolument d'accord sur le fait que les caméras, ils font un tel travail, ils sont tellement discrets dans leur travail que on n'est absolument pas. C'est presque comme on ne les voit pas. On les voit pas. Ils sont incroyables, donc ils ont travaillé avant et ils mettent tout ça en place le jour J et voilà. Donc ça c'est. Et après cette discipline-là d'être en lecture, ça demande quelques petites. Ça demande quand même de connaître un peu le texte. On peut pas quand même. Est-ce qu'il faut entretenir le mythe ou pas? Non, mais on est. Enfin, non, chacun sa manière. Moi, j'en ai vu, j'ai vu quelqu'un comme Hervé Pierre être en lecture, ou Guillaume, des gens comme ça qui. En lecture, sont capables, en découvrant un texte, de vraiment traverser ça avec un voyage. Déjà, ils sont déjà dans le voyage, comme ça, au présent. On n'a pas forcément tous ces mêmes qualités, ou alors il faut avoir la chance de tomber sur un texte qui nous parle tout de suite. Donc ça demande quand même, pour certains, le même travail, parce qu'effectivement, il y a le même stress, je pense, avant de jouer, parce qu'on a beau se dire, bon, ça va, c'est une lecture, quelque part, on a envie que les gens se disent qu'on sait lire. Il y a toujours un stress avant de jouer? Pas toujours. Ça veut dire que la journée, elle est, quoi qu'il arrive, orientée vers ce qui va se passer sur la scène. La représentation, on comprend quand même. C'est votre vie quotidienne, Alain. Oui. Là aussi, je rejoins ce que disait Nicole. L'acte d'entrée en scène, c'est un acte insensé quand même. Cet acte, j'entre, voilà. J'entre et pour n'importe quel, effectivement, personnage, rôle, quelle partition, entrer en scène, c'est quand même un drôle de truc, quoi. Donc, moi, c'est vrai que ça me... On s'y habitue, mais c'est toujours un truc un peu... Mais le mot stress n'est pas un bon mot non plus. C'est pas stress, oui. Il y a des gens qui appellent ça le trac.
en ce qui me concerne, par exemple, ça ne s'incarne pas sous forme d'angoisse. Pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Je n'ai pas d'angoisse. J'ai des fois des grandes bouffées d'angoisse dans les répétitions, mais c'est jamais le jour de la présentation. C'est-à-dire que là, je suis en plein dans la VAR, d'un seul coup, peut-être demain, je vais être très très mal, très angoissé, très anxieux, et ça sera sans doute mon trac de la VAR. Je l'ai pas encore eu sur la VAR. Mais bon, voilà. La VAR de Lilo, mise en scène Lilo Bord. Ouais. Mais il faut s'imaginer, c'est comme un état. C'est comme quand il vous arrive, moi je ressens ça comme ça, c'est comme quand il vous arrive une grande émotion réelle dans la vie, où en fait vous êtes très déçu par votre réaction réelle. Genre, il se passe un vrai truc, par exemple, je sais pas, alors, parlons pas de malheur, mais par exemple, on tombe très amoureux d'un seul coup. Alors, si d'un seul coup on joue l'histoire de quelqu'un qui appelle, alors on appelle quelqu'un, voilà, je voulais te dire, je suis très amoureux, puis l'autre il te dit, ah bah moi aussi, moi aussi. Alors bon, c'est une découverte, on est au téléphone et d'un seul coup on se rend compte qu'on n'était pas tout seul. Bah, si j'ai à jouer ça, moi je vais tendance à, je sais pas, je vais essayer de jouer le bonheur, mais si, je suis sûr que si ça arrive dans la vie, bah je vais raccrocher et je vais être très déçu par moi-même parce que je dis mais je ne ressens rien. Mais en fait. Eh ben, cet état de vide. Ça, vous êtes en train de décrire cet état de vide. Je suis en train d'écrire l'état de vide avant de jouer. Et en fait, c'est ça la différence. Peut-être le matin quand on se lève, quand on sait qu'on va jouer ou quand on sait qu'on va pas jouer, c'est à un moment donné, on sait qu'on va devoir on est un peu disponible. On sait pas exactement de quoi, mais on doit être, à un moment donné, on va se poser calmement pour aller rencontrer calmement quelque chose et se laisser remplir de quelque chose. Et c'est pas, en ce qui me concerne, c'est ni de l'angoisse ni rien, c'est même pas de la concentration extrême. De la préoccupation. Il y a des gens qui sont fous, qui me connaissent, qui sont fous autour de moi. C'est que moi, je suis capable de rentrer en scène à 20h30 et d'être au Nemours à côté à 20h28. Si j'ai pas de préparation, c'est sans aucune difficulté. Mais alors l'état de vide, vous allez rentrer en scène. Moi, je suis pareil que Nicolas, par contre, mais pour les lectures, c'est différent. Moi, sinon, c'est vrai que je peux aussi. Pourquoi c'est différent ? Parce qu'il y a beaucoup moins de travail. Donc, comme il y a moins de travail, au lieu, disons que les chances d'obtenir. Vous avez quoi, une semaine, par exemple avec Thierry Ancy sur Sganarelle, vous avez travaillé combien de temps ? On a fait quoi, 5 services 4 minutes. Vous appelez ça des services ? Moi j'en ai fait 3, et c'est des services assez courts, parce qu'on a à chaque fois couru la pièce pendant 1h30, et parce que j'étais pas forcément là quand on a répété les autres choses, donc moi j'ai été avec les autres 3 fois 1 heure. Et donc, c'est 4-5 services, 3 services. Ça permet de voir un peu, mais après, le pourcentage de chances qu'on se rapproche de quelque chose qui ressemble à peu près à la meilleure version qu'on ait faite en répétition, ou même mieux, on peut toujours espérer faire mieux, elle est beaucoup plus réduite, il est beaucoup plus réduit que quand on fait une vraie pièce. Quand vous répétez pendant 2 mois. On fait confiance au travail, on peut vraiment s'appuyer dessus, on se dit bon bah ça va, ça je sais que ça c'est les bons choix, maintenant il n'y a plus qu'à se rendre disponible. Donc il n'y a plus qu'à tout oublier, effectivement, moi je suis un peu comme Nico, avant de rentrer en scène je dors, je suis en train de dormir. Si même je me réveille 1 minute avant, c'est trop bien, je suis tout comme ça va. Mais, Alain, c'est quoi votre truc à vous ? Je vais vous quitter d'ailleurs. Non, enfin, je suis entre les deux, voilà. Mais j'ai un rituel, voilà. Le rituel change à chaque fois, chaque spectacle. Ah bon ? Mais là, il se trouve pour malade imaginaire, j'ai des choses assez précises, donc que j'essaie de. Donc vous avez besoin d'un peu de temps. Il est 24. Voilà, par exemple. Donc, il est temps d'y aller. Et tu rentres en scène tard en plus. Oui, mais il y a tout. Non, ça a un petit peu changé. Non, il y a une histoire de maquillage. Tout a changé depuis que vous avez quitté ce rôle. Non, je vais le voir ce soir, comme ça. Et en plus, on a Nicolas Lormeau dans la salle. Alors, c'est plus. Je vais venir avec vous, Nicolas. On va. Bon, voilà. Et bonne. Merci. Merde Merci alors, beaucoup. on dirait. Oui, il faut dire merde. On répond pas. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez parler de Sganarelle ? Donc, j'expliquais que vous étiez dans ce théâtre à la table en public. Sganarelle, personnage emblématique du théâtre de Molière. Vous l'avez. Non, vous n'avez pas joué Sganarelle. Alain a joué Sganarelle dans la mise en scène. Dans la mise en scène de Thierry. Non, moi je jouais Villebrequin et Gros René. Mais c'est formidable parce qu'il y a 10 minutes, si j'avais pas entendu que je jouais Villebrequin et Gros René, j'aurais été incapable de dire le nom des personnages que je jouais. Je vois très bien ce que je faisais. J'étais avec Christian Gonon, il y avait Julie Sicard là-dedans, Isabelle Gardien. Je revois très bien mon entrée avec Christian, avec les valises et tout ça. Mais comment s'appelait ce personnage ? Je perdais tous les paris du monde. Là. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il est question dans cette pièce ? Oui, très bien. Très bien. Clément moi je m'en souviens, c'était 1 semaine. Ouais. Je suis encore très. Il vaut mieux. Alors attends, et moi je vais te dire mon souvenir et tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Non, parce que le souvenir que j'en ai, c'est donc l'histoire. Tu spoil tout, hein. Faut pas. Je rigole. C'est incroyable de raconter la fin comme ça.
Je sais pas, je m'en souviens plus tellement. C'est l'histoire d'un homme qui pense être cocu, imaginaire, mais en fait, il n'est pas tellement cocu, mais finalement, il finit par l'être à force d'être imaginaire. Et il finit pas par l'être. Il finit pas par l'être. Je veux pas spoiler, donc on sait pas. On sait pas. Mais il n'est pas le seul. C'est ça l'histoire. C'est que c'est comme un virus, non? Cette affaire oui, effectivement, ça se transmet. Finalement, il y a un premier jaloux, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Ils sont 4, au final, à croire qu'ils sont trompés. Je vais décevoir mes fans, mais je m'en souviens plus assez bien. Alors, quelles étaient les consignes du directeur artistique Thierry Ansys, qui a mis en scène cette pièce il y a 21 ans, lorsque vous n'étiez pas encore Thierry nous a à la laissé, Comédie Française. Nous a laissé très libre. Il nous a quand même demandé d'aller chercher cette folie, cette chaleur de gens qui sont pressés, qui sont pris dans les choses, qui sont tout va vite quand même. Il y a quelque chose qui va vite, qui va plus vite qu'eux. Il faut qu'ils rattrapent un peu les wagons. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Je pense que chacun le traduira autrement. Moi, c'est ça dont je me souviens. C'était qu'il voulait qu'on aille chercher cette... faut que ça avance, faut qu'il soit pris dans un engrenage. Est-ce que le fait que vous soyez une troupe et que vous ayez l'habitude de beaucoup travailler les uns avec les autres, ça simplifie la donne? Est-ce que par rapport à une bande de comédiens qui ne se connaîtraient pas avant, finalement, dans cet exercice particulier du théâtre à la table, vous partez avec quelques tours d'avance? Un petit peu. Vous pouvez jouer davantage entre vous, Nicolas? Moi, je dirais... Enfin, je te laisse répondre, mais moi, c'est même pas un petit peu. C'est-à-dire que on part avec 3 semaines d'avance. Je suis persuadé de ça, moi. On pourrait pas du tout, de mon point de vue, ça donnerait rien au bout d'une semaine. Ça donnerait, mais ça donnerait beaucoup moins. Ça donnerait moins, de mon point de vue, ça donnerait moins d'élan, ça donnerait moins de complicité possible, surtout en lecture. Ça, c'est une des choses qui... Ça serait moins ludique si vous vous connaissiez pas. Souvent, on me dit, c'est quoi la différence de la comédie française et l'extérieur? Je dis, il y en a pas beaucoup. Mais par exemple, le fait de se connaître, ça peut avoir, entre guillemets, des désavantages, parce qu'on peut se balader avec des fois des choses non réglées, des rancunes, des bagages, mais pas tellement, parce que je trouve que justement, les gens savent très bien les oublier, les bagages, pas les bagages positifs, et on a une confiance les uns dans les autres, on a une habitude de se regarder, de se parler, de se toucher, de s'appréhender, de s'entendre, de s'écouter, qui s'entend. On a une confiance les uns dans les autres, on s'appuie, on sait, on est intéressé par ce que fait l'autre, on sait l'écouter. Et comme le théâtre pour moi c'est avant tout s'adresser et écouter, le fait d'oser s'adresser à quelqu'un, y compris, je sais pas, si je joue le rôle de quelqu'un de très méchant qui va faire peur à quelqu'un, y compris peut-être même quelqu'un qui est une acteur ou une actrice plus âgée que moi, par exemple. Et ben, pour oser être méchant, insulter cette personne, il faut se connaître un peu. Et là, ça, on se connaît, donc ça va. Clément, beaucoup plus vite. vous êtes arrivé en 2019. Ouais, plus tard que Nicolas. Un petit peu. Un peu. Vous avez déjà l'expérience. Un tout petit peu, mais effectivement, au départ, j'ai eu cette retenue-là avec un peu tout le monde. Et puis petit à petit, une fois qu'on joue avec l'un, avec l'autre, qu'on a commencé Il faut à jouer répéter. sur scène pour arriver à cet état-là de connaissance de l'autre et de liberté. Il y en a qui font sans. Il y a des projets qu'on fait parfois à la radio avec des gens qu'on a rencontrés soit le jour même, soit la veille, ou des fois on a répété 2-3 jours, mais malgré tout, oui, il y aura moins de complicité, de connivence. Moi, même de plaisir à voir quelqu'un s'épanouir dans quelque chose où on ne l'a jamais vu. Moi, Johan, par exemple, là sur Sganarelle, Johan Gaziorowski, Johan Gaziorowski avec qui je partage la loge, on est dans la même loge. Parce que les pensionnaires partagent leur loge. Exactement. Et j'ai cette joie d'être avec lui. Et en fait, je l'ai vu... Enfin, comme en plus on a assez peu répété, il y a quelque chose où c'est peut-être la 4e fois qu'on le fait au moment où on tourne. Et je l'ai vu faire des choses qu'il n'avait pas du tout fait avant. Et puis c'est un type de personnage où je ne l'ai pas vu. Et moi, je me suis éclaté. J'ai vu Clotilde aussi proposer de nouvelles choses. Clotilde de Bézère. Faire des choses merveilleuses. Enfin, tous, mais de voir cette chose qui se passe là, qu'on a assez peu répété. Et de voir comme cette audace, finalement, d'oser tenter des choses nouvelles, finalement, parce qu'on ne peut pas non plus s'accrocher au travail. Au texte et au travail, au travail qu'on a fait, parce qu'il était maigre. Peu de séances, non, vous appelez ça comment? Oui. Services. Des services. On appelle ça un service de répétition. Ça date on ne sait pas. Mais même à l'extérieur, on appelle ça un service. Ouais. Ça a toujours été... C'est du jargon professionnel.
Un service de répétition, combien de services, ouais. Et alors, on parlait du texte, les dialogues sonnent quand même de manière extrêmement contemporaine, c'est une pièce en vers pourtant. Est-ce que c'est l'effet Molière? Parlons un peu de Molière, puisqu'on est en plein dedans et que vous ne vivez que Molière, vous rêvez Molière, vous dormez Molière. Est-ce que cette pièce, elle n'est pas très connue, elle n'est pas très jouée. Est-ce que c'est l'une des spécificités de Molière, qu'il s'agisse de Sganarelle ou du Sicilien? Cette modernité parfois qui s'infiltre entre les vers et une forme finalement assez classique. Faut aller la chercher. Parce que souvent... il faut la comprendre. J'ai entendu des personnes dire Molière, j'adore sa carrière, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'ennuie. J'adore sa carrière. Il y a une comédienne qui a dit ça, je ne sais plus, sur une chaîne de télé. Mais je comprends qu'on puisse se le dire, parce que ça peut sonner comme une langue ancienne, mais c'est parce que c'est pas... Dès que c'est plus trouvé, plus travaillé, c'est nos mots, c'est juste un autre mot. C'est comme si on écoutait quelqu'un du Canada qui n'utilise pas le même mot pour dire un même mot. Mais ça devient ultra concret et ça se sent et on comprend tout comme si on regardait un film canadien. Et on se dit, oui, ce mot-là, ça doit vouloir dire ça, on comprend bien. Et ouais, c'est vraiment ça. Là, vous êtes en pleine saison Molière. Le fait d'éprouver cette langue comme vous le faites tous, toute cette troupe, vous connaissez tous Molière, vous avez beaucoup joué Molière, etc. Mais là, vous ne faites que cela. Est-ce que ça vous donne la possibilité de comprendre davantage le génie de Molière tel que Georges Forestier le décrit voilà. Est-ce que c'est un moment particulier, peut-être vous, Nicolas Lormeau, qui êtes là depuis longtemps, qui avez joué beaucoup de pièces de Molière, que cette saison Molière-là, puisqu'il n'y a que ça à jouer? Ben oui, c'est le début. Alors je n'ai pas encore eu le temps de me lasser. Je me lasse difficilement en plus. Donc, mais je me faisais cette réflexion. C'est assez drôle parce que Molière, c'est vrai que j'ai participé à beaucoup de productions, des plus ou moins bons souvenirs, mais et aussi des très grands souvenirs. Et qu'est-ce que... Il y a une particularité. Ouais, il y a une particularité. Et alors, j'ai touché du doigt, j'ai touché du doigt quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi vous l'avez Canadien, parce qu'il m'a parlé de Canadien, oui. il m'a parlé de Canadien. Ah, c'est un accent canadien. J'ai touché du doué, c'est quoi? Et en fait, trois petites anecdotes par rapport à Molière. Et la première, c'est que lorsque, en ce moment, on travaille Molière, soit avec des très jeunes acteurs, mais qui veulent être acteurs, soit avec des gens qui veulent pas être acteurs. Quand vous enseignez, qui veulent pas être acteurs, même dans les collèges ou quoi. C'est une langue, il faut pas se le cacher, qui s'éloigne de nous et qui s'éloigne de nous au galop, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que pour les jeunes lycéens ou collégiens d'aujourd'hui, c'est limite pas du français. Il y a beaucoup de faux amis, beaucoup de arrêtés, serrés. Serrer là, serrer, c'est tenir par devers soi. Il y a beaucoup de mots maintenant qui n'ont plus le même sens, beaucoup de mots qui ont des doubles sens, qui avaient des doubles sens à l'époque, qui n'ont plus de double sens aujourd'hui. Donc, par conséquent, le comprendre simplement de quoi il s'agit, que la phrase elle-même, la comprendre, par moment, pour les collégiens, les lycéens d'aujourd'hui, Molière, c'est presque aussi éloigné que Montaigne aujourd'hui, hein, que Rabelais. Hein. Ça s'éloigne, faut pas nier. Et donc déjà, il y a une première constatation. Mais lorsque le spectacle est magnifiquement bien monté, et je prends l'exemple du Misanthrope que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, dans le Misanthrope dans lequel je joue Dubois. Mais comme je joue Dubois, mise en scène Clément Hervieux-Léger, et que Dubois dit 10 phrases, et que je suis en alternance avec Gilles David sur le rôle, lors d'un des derniers filages, avant l'avant-veille de la reprise, j'ai été dans la salle et j'ai assisté au spectacle, puisque c'était vraiment condition du spectacle. Et qu'est-ce qui m'a frappé dans ce spectacle, indépendamment du fait que ça m'a, touché, que les acteurs, je les ai trouvés géniaux et tout ça, mais c'est la beauté de cette langue. C'est-à-dire la complexité et la simplicité de cette langue, la manière dont il arrive justement à coup de répétition, à coup de faux amis, lui-même jouait de ces doubles sens, de la langue que la langue lui permettait, de travailler par strates, de travailler par humour caché, de travailler, de faire avancer son action dans le dialogue. Complètement dans le dialogue. Il n'y a jamais de monologue, entre guillemets, chez Molière. Il n'y a jamais d'introspection. Tout se passe par la situation, par le dialogue, par le jeu. Et une langue extraordinairement efficace, assez sobre.
Et ça m'a frappé quand j'ai entendu ce misanthrope. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et quand même les pièces un peu mineures, il a un style. Il a un style qui est dans le dialogue, dans la répétition. C'est pour ça que c'est si difficile à apprendre la prose de Molière. C'est que là, il va répéter 5, 6, 7 fois la même réplique, mais contrairement aux auteurs contemporains qui maintenant vont pas s'embêter, vont travailler par répétition. C'est-à-dire vraiment, je suis beau, 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 mais je suis beau, mais ça, je c'est suis le beau, théâtre mais. contemporain. Ça, c'est le théâtre contemporain et qui va travailler Nicolas Lormeau. ouais, non, mais ça existe. Hein. Mais lui, Molière, il répète sans répéter. Que diable allait-il faire dans cette galère? À cette galère. Ah, maudite galère. Et c'est pour ça que c'est une galère, parce que justement, pourquoi? Parce que justement, c'est jamais la même chose, tout en étant à peu près la même chose. Mais ça avance. Et donc ça, c'est une particularité de cet auteur, mais qui est pas tout à fait de notre époque, et en même temps qui traite de problématiques et de rapports humains qui n'ont jamais changé. C'est ça la modernité, bougé. Non, chez Molière? Bah, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ce qui décrit comme rapport humain et comme problématique humaine, alors là, sont vraiment d'aujourd'hui. Il y a une problématique qui revient très souvent et qui est plus complètement d'actualité chez nous, c'est celle de marier, que les parents décident du mariage des enfants. Celle-là, il s'est battu pour ça incroyablement. Il a contribué à ce que ça. Tu vois, en fait, moi, je suis pas le seul de son époque, mais je veux dire, il fait partie de ce groupe de gens qui vraiment mettaient cette question-là au centre. Et... Les infidélités, est-ce que c'est toujours aussi, puisque Esganarelle et Sicilien. Je me permets, par exemple, sur le mariage, ça c'est intéressant. Le théâtre classique a de ça d'avantageux, c'est que la technique, entre guillemets, la technique était plus contraignante. Le mariage, il était hors de question de se marier sans le consentement de ses parents. Maintenant, on peut. Sauf que, moi, je vais vous raconter une anecdote. Mon dernier fils qui s'est marié, ça fait 2 ans, et ben quand il nous a annoncé qui voulait se marier, il avait vachement le trac. Nous, on a accueilli ça avec beaucoup de bonheur, on était très heureux, ça nous a bouleversés. Mais une fois qu'on a dit « Ah, mais c'est génial », il a fait « Ah là là, ça m'avait mis le trac ». Donc, le fait de l'annoncer, c'était pas neutre. Alors, il savait très bien, en plus, nous, des gens cool, et en plus, on adorait sa future femme, et il savait très bien que ça se passerait bien, mais c'était pas rien. C'est la technique qui a changé. Mais la problématique de devoir... C'est le format qui a changé. Oui, la technique, la loi, les arrangements. Mais à vrai dire, les problématiques sont presque les mêmes. Est-ce qu'on peut être à la Comédie Française et ne pas goûter Molière? Peut-être que ça parler sans crainte. Non. Ah oui, non, je pense qu'il y a des gens qui goûtent moins. Et est-ce qu'on finit par ici précisément, puisque vous avez joué du Molière ailleurs, hein, vous avez joué Don Juan notamment. Ouais. Est-ce qu'ici, plus qu'ailleurs, on finit par comprendre Molière à un moment donné? Oh, ça, j'en sais rien, ça dépend des métiers. Moi, j'ai pas rencontré un membre de la troupe qui n'aime pas Molière. En tout cas, qui le déclare officiellement. Moi, je serais mal placé pour dire l'inverse. Parce que non, mais moi, je suis épaté par son génie. Je suis épaté. À chaque fois que j'ai joué... Tartuffe aussi, et là, quand je pense, j'ai même raconté à ma fille l'autre jour sur l'avare, c'est double discours. Le talent qu'il faut pour écrire, c'est... Elle a quel âge? Attendez, parce que à quel âge? Elle a 8 ans. D'accord. Et je lui racontais ces passages qu'il y a aussi dans le Malade imaginaire, celui qu'a Cléante, que joue Johan Gaziorowski dans le Malade imaginaire, ou celui qu'a, par exemple, Jean Chevalier, qui va jouer dans l'avare, le fils de l'avare. Il y a des moments comme ça où... on fait comprendre à quelqu'un ce qu'on veut lui dire en disant des mots que l'autre va pouvoir interpréter différemment, en étant sûr que l'autre va entendre quelque chose et que celle qui doit entendre... Voilà, il y a le sous-texte et on entend les deux. Mais quand on voit, il n'y a rien à jeter. Et ça, à jouer, c'est pas vertigineusement difficile? Ben, je pense que ça se cherche longtemps, mais que quand on commence à le retrouver, j'imagine que c'est délicieux. Moi, j'ai pas eu ça à jouer. Mais un petit peu sur Don Juan, il y a ça un tout petit peu à la fin. Mais non, c'est pas la même chose. Non, cette chose-là, je l'ai jamais jouée, mais j'imagine que c'est super plaisant. Je vois Johan. Louis. Alors, Nicolas Lormeau, est-ce que vous voulez qu'on parle du Sicilien? Ouais. Non, j'étais resté bloqué sur la question, est-ce qu'on aime Molière, est-ce qu'on n'aime pas Molière? Moi, je dis que c'est un auteur qui est difficile. C'est un auteur difficile à jouer, parce que les situations sont fortes, faut être sincère, faut pas se laisser avoir par la tentation d'aller immédiatement à l'efficace.
faut que ça soit bien monté. Par exemple. Efficace, ça veut dire drôle. Ouais, drôle tout de suite, passer à côté des vraies tensions, passer à côté des vrais enjeux. Encore une fois, voilà, on parlait de ça. Quelqu'un qui va être marié de force avec quelqu'un qu'il aime pas, c'est pas un petit enjeu en fait. C'est pas un petit enjeu. Même au XVIIe siècle. Mais même aujourd'hui surtout. Ah oui, non, mais ça évidemment. Mais non, mais c'est même tout le temps. Ne pas s'avouer qu'en fait on n'aime pas cette personne, qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ne pas s'avouer que en fait on n'aime pas son enfant. Ne pas s'avouer qu'en fait on préfère l'argent à son enfant. Mais j'en connais moi des gens qui préfèrent l'argent à leur enfant, qui vont avoir cette limite là et oser se plonger là-dedans dans ces tréfonds humains. C'est merveilleux, mais c'est vertigineux. Et pour aimer Molière, il faut le prendre très au sérieux en fait. Il faut pas le prendre à la légère. En fait, souvent, il traite d'un personnage qui pourrit la vie, qui est indéboulonnable, qui pourrit la vie à tout le monde avec quelque chose de son caractère. Et après, c'est ça qui est génial dans ces scénarios, c'est que quand on voit à quel point ça pourrit la vie de tout le monde autour, on va voir cette chose qui est vraiment indéboulonnable et il va réussir à nous prouver que c'est possible. Finalement, que petit à petit, par différentes ruses, qui souvent, en plus, c'est là qu'il est génial, c'est que souvent, c'est comme si c'était le théâtre qui sauve, parce que très souvent, ça demande un déguisement, ça demande quelque chose, c'est comme si c'était un acteur ou le théâtre, quelque chose qu'on va jouer, quelque chose qui est faux, qui allait permettre de faire avancer la réflexion de la personne qui est indéboulonnable, et qui est arrivé à faire voir même au public qu'il y a des moyens pour s'en sortir. En tout cas, au moins ne pas les laisser nous oppresser. Et quand on arrive à monter ça devient... C'est vrai, et puis par exemple, c'est le premier qui a inventé la distanciation théâtrale, hein, quand même. Avant le Covid ? Bah non, la distanciation au terme de Brecht. Alors dites-moi. Du théâtre dans le théâtre, dans le Malade imaginaire, pardon, mais c'est quand même extraordinaire. En plus, quand c'était lui qui le jouait, ça devait être quand même génial. Le mec, il dit quand même, donc, faut bien se rendre compte, hein. Attention, le théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre. Donc, Molière joue le rôle d'un homme qui dit être malade, mais qui n'est pas vraiment malade. Sauf qu'au moment où il le joue, il est malade. Lui, Molière, est vraiment malade. Donc, Molière, vraiment malade, joue le rôle d'un personnage qui se dit malade, mais qui n'est pas malade, et qui dit à son frère, si j'avais Molière en face de moi, je lui dirais crève, crève. Ça, c'est la distanciation théâtrale. Bah ouais, quand l'auteur, parce que si jamais d'un seul coup, quand quelqu'un dit, si j'étais l'auteur de la pièce que vous êtes en train de regarder, je lui dirais à l'auteur, alors que c'est moi l'auteur, je lui dirais crève, en jouant le rôle d'un homme qui est censé être pas malade tout en étant malade. Bah moi, je dis qu'au niveau théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, il n'y a aucune pièce au monde où on peut me donner au moins... Il y a 4 niveaux là de distanciation ou de théâtre dans le théâtre, dans le Malade imaginaire, dans cette réplique, quand c'était Molière qui le jouait. Ça, c'est sûr que c'est la seule chose qu'on ne peut pas retranscrire aujourd'hui, qui est effectivement... Il y a quelques petites choses comme ça qu'on a du mal à retrouver, parce que voilà, il faut que ce soit Molière qui le joue pour que ce soit vraiment génial. Mais on l'entend quand même, en même temps. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire que ça fait écho de façon archaïque. Il se cite souvent, Molière, il se cite souvent. Il parle de Molière, il se cite souvent. Il dit, parce que ce que vous me dites là, vous me faites penser aux 2 frères de l'École des Maris, dans une pièce qui n'est pas l'École des Maris. Il se cite, lui. Et si ça, c'est pas une distanciation théâtrale énorme... Et puis c'est vrai que j'ai découvert la pièce, on va travailler un peu dessus avec Julie Deliquet, la pièce de l'impromptu de Versailles. Ah bah oui. Effectivement, il a écrit des rôles pour lui et ses comédiens et tout ça. Vous serez prochainement... Est-ce que c'est l'heure de vous... Oui, je crois que c'est l'heure de vous libérer. Clément Bresson. 7h44. 44, j'ai 1 minute, ouais. Donc j'y vais. Bon, alors... Voilà, on vous retrouve sur la salle Richelieu, dans le Malade imaginaire, Imaginaire, là, maintenant, tout de suite, quasiment, mise en scène Claude Schratt, puis L'Avare, mise en scène L'Île au bord, puis Jean-Baptiste, Madeleine Armande et les autres d'après Molière, mise en scène Julie Deliquet, ce à quoi vous faisiez référence à l'instant, puisque vous travaillez en ce moment avec Julie Deliquet sur cette pièce. On va commencer dans un mois, oui. Ah, on va travailler ensemble, mais ce sera pour le mois de juin, oui, cette mise en scène. Mais voilà, il a fait beaucoup de choses comme ça. Et c'est son insolence, je finis là-dessus, c'est juste sur son insolence, qui est quand même... Délicieux. Quand on se rencontre dans le Misanthrope, je parlais de ça hier avec des copains, cette chose d'avoir fait cette scène des portraits, qui est quand même difficilement, qui est forcément différente aujourd'hui, mais à l'époque, dans la salle, il y avait que les gens dont il parlait quand il se moque des marquis et de tout ça, c'est que des gens où tous dans la salle ils peuvent se sentir plus ou moins visés. Certains se disent ah oui, ça doit être lui, ça doit être lui, ça doit être lui. Bonsoir Eric. On passe difficilement se rendre compte.
Je file. Oui, merci Clément, merci beaucoup Merci de ce soir. Merci Salle Richelieu. Dites donc Nicolas Lormeau, nous voilà tous les deux. On va parler du Sicilien ou l'amour peintre, Avec présentation plaisir. filmée le 7 mars prochain, c'est-à-dire lundi au Studio Théâtre à 18h30. C'est déjà complet, mais ne paniquez pas. Ce sera diffusé le 26 mars. Alors, qui sera présent autour de la table? Avez-vous commencé à travailler ensemble? Ça, j'ai déjà la réponse, si vous l'avez déjà donnée. Dites-moi, Nicolas Lormeau. Moi, Nicolas Lormeau. Voilà. Ça, c'est ma deuxième blague. Tous les deux. C'est ma... Vous et Nicolas Lormeau. Ouais, disons que quand on m'a proposé de cette pièce, Le Sicilien ou l'amour peintre, dans un premier temps, j'ai lu ça, j'ai dit... C'est votre choix ou c'est un choix qu'on vous a suggéré? Ah non, on m'a suggéré, moi, on m'a suggéré, on m'a dit, voilà, dans le cadre de la saison Molière, il y aura des théâtres à table. Moi, j'en ai dirigé déjà 2 Ouais. pendant la période de fermeture des théâtres. J'aime bien cette appellation. Et puis, j'ai participé au Soulier de Satin et au Tartuffe, je crois. Donc, ça fait 2 aussi. Et moi, justement, j'aime bien ce format, c'est-à-dire justement pour faire entendre le travail sur la dramaturgie. Le Sicilien ou l'amour peintre, c'est un petit argument qui ne sert à pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est l'histoire, je vais le résumer très vite, c'est l'histoire d'un homme sans doute un peu âgé, jaloux, qui a affranchi une esclave grecque. Donc ça se passe un peu au Moyen-Orient, manifestement, Sicilien, peut-être en Sicile, ou sur les bords, peut-être au Maghreb, on sait rien, mais en Sicile peut-être, mais on sait pas exactement où ça se passe. Et donc il a rapté en Grèce une esclave grecque, dont il veut le faire sa femme, elle l'aime pas, arrive là-dessus un gentilhomme français qui tombe amoureux de cette esclave grecque et qui va lui piquer en se faisant passer pour un peintre. Au départ, il va l'approcher en lui disant je vous aime, pourquoi? Parce qu'il l'a peint. Et puis finalement, une espèce de stratagème de voile, faut sortir voilé, pas voilé. Et donc il va la rapter et il l'emmène. Et lui, le Dom Pedre, le Sicilien, se retrouve totalement gros gens comme devant. Voilà. C'est une histoire un peu stupide comme ça, mais surtout c'est un argument écrit pour pouvoir chanter. C'est ça. C'est une comédie musicale. Et danser, voilà. Et danser. C'est l'ancêtre de la comédie musicale. Complètement. C'est une comédie ballet, mais tellement une comédie ballet, c'est que l'argument lui-même et les dialogues, je pense que il est plus petit que les chants et les ballets qui s'y attenaient. Or, nous, on va pas chanter du tout et on va pas danser du tout. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le petit argument que je vous ai raconté, qui est pas grand-chose. Donc, du dispositif initial, vous ne gardez que le texte. Oui. Le livret la pièce de Molière. La pièce de Molière. La pièce de Molière, parce que je suis même pas sûr que les paroles des chansons, ce soit vraiment lui qui les ait écrites. Ah oui. D'accord. Je sais pas, je suis pas très savant, mais j'imagine même pas. Alors parce qu'il s'est fait aider par ou Lully ou Charpentier, je crois qu'au départ c'était Lully qui était Lully, et après il y a eu une autre musique d'ailleurs de Charpentier derrière. Mais quand ils se sont séparés avec Lully. Voilà. Mais je suis à vue de nez, vu la qualité de la chose, les paroles des airs, ça doit être Lully c'était ou un parolier. Lui, Molière a écrit les dialogues de la pièce, a arrangé ça, le petit argument, c'est une commande. On lui a dit, bon, vas-y, arrange-nous ça, hop, il a écrit ça, et c'était super. Une commande pour compléter le programme, J'en sais rien du tout, je suis très peu savant sur l'histoire du Sicilien ou l'amour peintre. Et dans votre distribution, vous jouez dedans, vous jouez le musicien et le sénateur. Ouais, mais en fait, mon idée, et là je vais spoiler sans spoiler, c'est que mon idée, moi, je me suis dit, puisque mon idée, c'est de faire découvrir ce que c'est que la dramaturgie. Puisque cette pièce, quand on la lit, même quand on la lit bien, dure 26 minutes. Puisqu'on a 1 heure, je vais faire entendre 2 versions. Ah, c'était ma question suivante. Parce que, dit le programme, 2 dramaturgies différentes de ce texte seront lues successivement. Voilà, parce que en réalité, pour moi, mettre en scène, c'est faire des choix. Il y a une volonté pédagogique dans votre démarche? Une volonté d'essayer de faire comprendre aux gens quel est le travail du metteur en scène. Le travail du metteur en scène, de mon point de vue, commence par un travail de dramaturgie. Prenons l'exemple là, Dom Pedre, ce Sicilien jaloux. Ce Sicilien jaloux, quand je raconte qu'il est âgé, j'en sais rien en fait. Ça a l'air. Peut-être à un moment donné, il y a peut-être une phrase, il met mon vieux barbon de mari, mais même pas. C'est-à-dire, il a l'air très autoritaire, elle ne l'aime pas, manifestement, cette Isidore, qui est cette esclave grecque, ne l'aime pas. Ça commence par une grosse scène de ménage,
arrive ce Adraste qui manifestement est joli garçon. Elle est manifestement très belle. Ça, c'est ce qui est un peu écrit. Et ce Dom Pedre, il est détestable. Il est détestable. Et tout le monde est ravi de le voir se faire voler sa femme. Ça, c'est à la première lecture ce qu'on pourrait voir. Mais alors, ok, très bien. Donc prenons un Dom Pedre âgé, détestable, écoutons ce que ça fait. Et puis après, disons-nous que finalement, Dom Pedre, il est juste jaloux. Mais on n'a pas besoin d'être âgé et détestable pour être jaloux. Et d'un seul coup, si le premier Dom Pedre est Pierre-Louis Calixte, qui va être le cas, si le deuxième Dom Pedre, c'est Johann Gasiorowski, ce très joli garçon, qui est en fait très amoureux de Pauline Clément, qui à ce moment-là jouera Isidore, et qui lui dit mais je suis jaloux, je veux vous accompagner partout parce que je veux vous avoir tout à moi. Comme une jalousie qu'on peut avoir dans les premiers temps de l'amour et pas au bout de 15 ans. Ça donne une couleur différente. Ah ben c'est complètement un autre propos. Ça raconte pas la même chose. Victor Hugo, mon ami, oui, j'allais vous dire, disait le Mont Blanc vu d'Italie et le Mont Blanc vu de France, c'est la même montagne, mais c'est pas la même montagne. Eh bien, en fonction de ce juste de choix de distribution, d'axe, est-il autoritaire? Est-on heureux quand on voit qu'il perd sa femme? Ou a-t-on pitié de lui? Quelle est la leçon? C'est quoi la jalousie là-dedans? De quelle jalousie parle-t-on? Eh bien, c'est ça le travail du metteur en scène. Et quand on monte une pièce, on fait un choix. On donne à voir. Et les gens, par moments, disent « Mais c'est pas ça la pièce. » Bah, c'est pas ça leur pièce, je comprends. Mais c'est peut-être ça la pièce de ce metteur en scène-là. Pour moi, les pièces ne sont jamais... Les grandes pièces, les grands auteurs ne sont jamais uniques. Il n'y a jamais une seule façon d'appréhender les choses. Après, ce sont des choix. Et on peut être d'accord ou pas d'accord avec le choix. Lorsque Jean-Pierre Vincent, à la fin de Don Juan, faisait se relever Don Juan n'était pas mort. Mais Don Juan n'est pas mort. Il y a marqué Don Juan est dans les flammes, disparaît dans les flammes. Mais c'est du théâtre. Lui a fait ce choix, en fait, on dit non. En fait, c'est du théâtre. En fait, c'est de l'esbrouf. Mais Don Juan n'est pas plus mort que le statut du commandeur est vivant. Voilà. Et donc, après, les pièces, les œuvres, c'est les mots qu'on dit. Et là, je vous jure que dans cette réplique qu'on a travaillée cet après-midi, quand il dit « Mais vous êtes jaloux de tout », dit Isidore. C'est comme ça que c'est écrit en vrai, pour être honnête. « Mais vous êtes jaloux de tout ». Et il fait « Oui, jaloux comme un lion, jaloux comme un tigre, je ne peux pas supporter. Jaloux comme un tigre, jaloux comme un diable, si vous voulez. » C'est ce qui est écrit. Mais si je le joue en disant « Oui, jaloux, mais jaloux comme un tigre, comme un diable peut-être. » Et il reconnaît lui-même que c'est un peu déraisonnable, mais que c'est son amour qui produit ça. Alors quel rapport on a avec lui? Et donc, moi, je voudrais faire entendre deux versions réellement possibles de la pièce. Ce que je vais faire entendre, c'est pas on faisait ça avec Bernard Dort quand j'étais au conservatoire. Bernard Dort, qui était un grand professeur à Paris 3 d'université et qui s'amusait avec nous à nous faire découvrir la dramaturgie en détournant les sens, c'est-à-dire vraiment en tordant les phrases pour vraiment pour tirer au maximum les enjeux, mais on s'éloignait de la réalité du texte. Là, moi, ce que je vais faire entendre, c'est les deux versions sont réellement dans le texte. Réellement. D'un côté, il y a deux jeunes hommes qui se disputent une femme indécise, troublée, amusée, pas légère, pas libertine au sens, mais séduite, amusée par la vie, une sorte un peu de Célimène. Célimène, elle le trompe pas, Alceste. Elle le trompe pas. Elle est fidèle à Alceste. Elle s'amuse, elle a envie d'avoir des amis, elle se laisse un peu séduire, mais elle ne le trompe pas. Lui se sent trompé. Et on peut très bien faire de Célimène une espèce de libertine, j'en sais rien, une rouée, tout ça, mais c'est pas écrit. Mais on peut en faire une plus fidèle, une plus stricte que d'autres. C'est une question de curseur. Et c'est ça la mise en scène. Votre enjeu là, c'est cela. Mon enjeu de cette pièce-là, exactement. Qui est courte et qui est exactement. Mon enjeu, c'est que les gens se disent, ah mais c'est ça la mise en scène. À la fin, que les gens se disent, mais c'est incroyable en fait. Mais en fait, alors laquelle est la vraie? Aucune, ou les deux. Et évidemment, si je montais la pièce pour de vrai, parce que ça m'a amusé,
peut-être il y aurait un peu des deux à un moment. C'est-à-dire que ce serait pas vraiment l'histoire. Parce que d'un côté, moi, je vais raconter l'histoire d'un tyran autoritaire, rapteur, quasi-violeur de femmes. Pierre-Louis Calixte. Quasi-violeur de femmes. Et une femme qui le hait et qui profite de la première occasion pour partir avec un amant, avec quelqu'un qui lui propose, et quelque chose comme ça de très animal. Ils se rencontrent en une demi-heure, ils ont envie de coucher l'un avec l'autre, et ils partent, et ils lui font un immense bras d'honneur. Et c'est dans le texte, hein, cette violence, cette chose directe. Ils se haïssent au départ. La scène, on croit que ça peut être une scène de haine, ou une scène de je t'aime. Oui. Ou une scène de non, mais tu sais, je t'aime, mais il faudrait, laisse-moi. C'est pas parce que je sors dans la rue acheter des fleurs que je te trompe. Et donc, une scène d'ajustement. Et d'un côté, il y a une vraie victoire c'est Elissa Haloula qui joue Isidore dans la version que j'appelle Le Tyran. Où elle se bat avec toute sa force, elle le hait d'un côté et elle l'adore de l'autre. Et il y a aucune ambiguïté, c'est tout droit. Et c'est Johan qui va la rapter dans la version Dom Pèdre, et puis Julien Frison qui va faire Ali, qui va faire le serviteur, le scapin local, qui va arranger le coup. Ça, c'est dans la version Le Tyran. Et puis il y a une deuxième version que j'appelle Les Sentiments, où justement Dom Pèdre, c'est Johan Gazirovski, Adraste, son rival amoureux, mais vraiment amoureux, romantique, au sens vraiment de l'amour romantique, c'est Julien Frison. Et le scapin local, c'est Pierre-Louis Calixte, qui a un peu plus de bouteille, qui va être assez calme. Que justement, je lui disais, non, il y a pas d'arlequin là-dedans. Au départ, il fait, attendez, on va vous arranger ça, on va le faire. Voilà, moi je vous dis, il faut écouter cette comédie musicale-là. Voilà. Et donc, il y en a une que je situe à l'époque, au 17e, à Alger. Je me suis amusé à dire, voilà, ça se passe à Alger, dans les colonies autour de la Méditerranée. Et quand vous dites ça, ça se passe à Alger dans la tête des comédiens avec lesquels vous êtes en train de travailler, ça se passe pas à Alger autour de la table avec les chaises. Non, je le dis, il suffit que je le dise. Vous donnez les informations. Ouais, je vais faire. Il y a une grande didascalie qui sera lue au début du spectacle, un peu comme j'ai fait. D'ailleurs, j'ai fait ça pour de vrai avec Hernani, moi. Quand j'ai monté Hernani, c'était un espace vide et je faisais entendre la didascalie du décor qui était celle de Victor Hugo. Votre grand camarade. Mon grand camarade. Et là, je fais entendre, comme Molière n'a écrit aucune didascalie, je fais entendre une sorte de didascalie de moi, où je situe la pièce, où je dis que ça se passe à Alger en 1635, que Dom Pèdre, voilà pourquoi, voilà les tenants, les aboutissants. Et ça infuse et dans la tête des spectateurs et dans la tête des acteurs. Et puis, immédiatement après, je ferai entendre une deuxième longue didascalie, qui est tout aussi possible, qui explique que ça se passe à Rome en 1835, donc on est en plein 19e siècle, et qui dit que ça se passe dans un jardin, que Dom Pèdre, qui il est, leur histoire, et c'est tout aussi possible. Et l'idée, c'est vraiment que les gens se disent, mais que peut-être il y en a qui vont préférer l'une ou l'autre, d'autres qui vont dire on est quand même ça résiste plus dans l'une que dans l'autre, parce que ça résiste toujours à un moment donné, puisque c'est des versions très très radicales. Donc la vérité n'est pas exactement ni dans l'une ni dans l'autre, parce que je suis sur des chemins un peu radicaux exprès pour faire entendre les différences. Vous n'avez pas envie d'aller voir les spectateurs ensuite, de discuter de cela, puisque vous leur proposez quelque chose qui est dans l'ordre du choix, presque. Ils seront sur Facebook, peut-être après, ils mettront leur choix, mais vraiment leur faire entendre, et puis c'est la seule fois que c'est possible, parce que c'est parce qu'elle dure une demi-heure. Là, on a fait juste avant que j'arrive, là, on a fait une lecture cet après-midi, une lecture de la version Les Sentiments. On est à 34 minutes. Donc, 34 minutes, ça fait... Vous avez 1h10 de spectacle. 1h08, 1h, ouais. Théoriquement, on n'a qu'une heure, mais enfin bon, là, on va pas dépasser. Et on fait ça à la suite. Donc, est-ce que les gens vont repérer? Est-ce que les gens vont s'amuser? Est-ce qu'ils vont être déçus? J'en sais rien, mais c'est une expérience. Et les comédiens, les comédiens sont les mêmes comédiens. Est-ce qu'il y a un plaisir de jeu là-dedans? Ils adorent, ça les amuse. Mais alors, ils jouent pas le même rôle. Justement parce que je voulais montrer aussi que la distribution influe sur la dramaturgie. Et c'est vrai que pour jouer cette fille qui déteste son mari, qui veut se sauver, qui a été raptée, qu'on voit bien la révolte, le côté âpre, j'ai choisi Elissa, qui va jouer juste la petite fourbe dans l'autre version. Et pour jouer la petite fourbe dans cette version où c'est Elissa qui est raptée, j'ai pris Pauline Clément qui à ce moment-là va jouer une sorte de réalisme. Elle n'est pas vraiment fourbe, elle
est vraiment peut-être femme battue ou quoi, j'en sais rien. Et puis dans la version des sentiments, c'est Pauline Clément qui va jouer Isidore, par exemple, qui hésite réellement entre les deux, qui ne sait pas, qui est balancé. Ils sont très beaux tous les deux, très jeunes, c'est les mêmes. Et donc là, on est un peu plus entre guillemets du Nubarivo. C'est-à-dire que c'est dans du romantisme, enfin dans un théâtre un peu sentimental, qu'on n'est pas du tout dans la première version. Et donc voilà, donc à part moi qui vais chanter une chanson, parce que dans la mise en scène de Jean-Marie Villégier. J'allais dire quand même, vous allez vous priver de cela, Nicolas Lormeau. Du chant sur une comédie musicale. Alors je vais chanter une petite chanson parce que je chantais une chanson chez Jean-Marie Villégier dont je me souviens de l'air, et donc je vais chanter et ça va être m'amuser beaucoup, c'est-à-dire que je vais chanter dans la version 1635, je vais chanter ça d'une façon très baroque. Parce que cette pièce, vous la connaissez pour l'avoir déjà jouée il y a quelque temps. Avec Jean-Marie Villégier, avec les arts florissants. Avec les arts florissants à la musique, une rencontre géniale avec William Christie et son équipe. C'était un truc assez extraordinaire. Maintenant, vous jouiez quel rôle? Dans Le Sicilien et la Morpane, je ne faisais que chanter. C'était un Tircis, je sais pas quoi. J'ai re-regardé. Justement, c'est intéressant, mais la dramaturgie adoptée était là, pour le coup, une dramaturgie de parodie. C'est-à-dire que c'est drôle, j'ai re-regardé le DVD et j'ai trouvé que justement, pour le coup, c'est comme s'ils ne choisissaient pas entre quelque chose de vrai ou quelque chose de décalé à cause du fait qu'ils avaient voulu transposer ça. Vous n'êtes pas dans la parodie, là. Non, pas du tout. Ce que vous proposez n'est pas du tout. Pas du tout. Et je trouve que pour avoir regardé le DVD très récemment là, et là, moi je m'en souviens, la mise en scène m'avait troublé à l'époque parce que justement, ils ne prenaient pas la pièce très au sérieux. Ils avaient décalé ça dans une espèce de comédie musicale des années 40, et je trouve que ça marchait pas parce que justement, ils voulaient faire rentrer ça dans de la parodie. Or, les sentiments ne sont pas parodiques là-dedans. Ils doivent être vrais. Enfin, moi, c'est pas mon théâtre. Le théâtre que j'aime bien fabriquer est un théâtre de vérité, peu importe quelle vérité. Nicolas Lormeau, vous avez, et vous jouerez beaucoup Molière. Est-ce qu'il y a une pièce encore inédite pour vous que vous aimeriez jouer? Message personnel à Éric Ruff, si vous voulez. De Molière? Ouais. Il y a des rôles super chez Molière. Mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y en a un après, qui ça vous passe, fait particulièrement envie? Ça passe... Moi, le rôle qui me faisait totalement fantasmer chez Molière, et il est passé malheureusement, c'est Piaro dans Don Juan. Peut-être pas, il sera peut-être pas passé, mais Piaro me faisait vraiment rêver. Piaro, c'est ce personnage paysan, là, qui a un langage extraordinaire. Ouais. Et puis, sans doute la pièce de Molière que je trouve la plus mystérieuse, qui me fascine peut-être le plus, c'est sans doute Don Juan, moi. Ça m'intéresse beaucoup. Le personnage de Sganarelle dans Don Juan. Sganarelle, même Don Juan, le père dans Don Juan. Il y a beaucoup de rôles possibles encore pour moi. Maintenant, il y a des rôles de père super à jouer chez Molière. Là, par exemple, je vais reprendre le rôle d'Argante dans Les Fourberies de Scapin. C'est un rôle extraordinaire. Géronte, honnêtement, s'il passe, faut le prendre aussi, parce que il y a des rôles extraordinaires de père. Arnolphe dans l'École des femmes, c'est quand même très beau. Donc chez Molière, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des très beaux rôles de jeunes hommes, mais il y a des magnifiques rôles d'hommes plus mûrs. Et comme j'arrive dans cette catégorie-là, il y a des possibilités encore. Mais il faut que le metteur en scène... Là, honnêtement, j'ai un regret parce que j'ai pas encore vu le spectacle, mais par exemple, Emmanuel Domat, moi, que j'adore. Qui met en scène Don Juan. Qui met en scène Don Juan. J'aurais adoré être là-dedans, par exemple. Voilà, après, il se trouve que j'étais avec la Cerisay, avec vous êtes très occupé quand même, là. Non, mais alors, en plus, la Cerisay avec Clément, c'était un... La Cerisay avec de mise en scène Clément Hervieux Légier, voilà. C'était magnifique et j'aurais raté ça pour rien au monde et voilà, et donc c'était génial. Donc on peut pas tout faire. Non. Mais il y a des la tentation est grande ici. Il y a des belles partitions chez Molière à prendre. Merci beaucoup, Nicolas Lormeau. Merci à vos camarades qui sont déjà partis. Merci à vous qui nous écoutez. Je rappelle que Sganarelle ou le Cocu Imaginaire sera diffusé ce samedi à 20h30 sur le site de la Comédie Française sur YouTube, que le Sicilien ou l'Amour peintre sera donné lundi 7 mars prochain au Studio Théâtre et diffusé le 26 mars. Pour les deux réalisations, Clément Gobert, Nicolas Lormeau, vous jouez actuellement Salle Richelieu en alternance dans le Misanthrope, mise en scène de Clément Hervieux Léger, prochainement dans l'Avare. Vous retrouverez pour cela la metteuse en scène Lille au bord. On vous retrouvera également, vous l'avez dit, dans Les Fourberies de Scapin, mise en scène Denis Podalides. Ça, c'est pour ce qui arrive
arrivera prochainement. Tout de suite, ne quittez pas puisque vous aurez le droit à 6-7 minutes de répétition de votre sicilien. C'est le petit laïus. Enfin, j'ai déjà voilà, tout dit. Exactement. Et puis merci, bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine avec la Comédie Française. Merci. Donc, les amis, je suis vachement content. Alors, théâtre à table, pour moi, je redis, Elissa qui était avec nous sur les fausses confidences le sait. Moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. Ce qui est formidable, c'est si jamais on arrive à pas tant de faire du théâtre autour de la table, pas tant de dire, ben voilà, nous, on est des génies, on lit comme ça, on pourrait jouer, tout ça. Non, se dire, c'est quoi la captation? En réalité, c'est le résultat d'un petit travail que j'appelle dramaturgique, d'explication, on appelle ça le théâtre à la table, de travail à la table, de qu'est-ce que ça raconte, qui est qui, c'est quoi les intentions, c'est quoi les points de force, c'est quoi les rapidités, c'est quoi les enjeux, un peu, vite fait, comme ça, et qu'on essaye de faire entendre à la lecture, entre nous, une première fois, donc on n'a pas à s'encombrer de corps, on n'a à s'encombrer qu'éventuellement que de regard, mais on n'a pas à s'encombrer d'accessoires, on n'a pas à s'encombrer, on est assis, pour ensuite mentalement se dire, bon bah maintenant ça y est, c'est bon, on peut se lever et on peut répéter. Sauf que nous, on s'arrête. Malheureusement, on s'arrêtera, à la fin de ça, on s'arrêtera. Et comme c'est une pièce qui a été principalement écrite par Molière en je ne sais pas combien, on le cherchera, pour servir de support à un divertissement musical, ce Sicilien ou l'Amour-peintre, en réalité, c'est un petit rondeau, c'est une petite ode, un petit poème mis pour faire entendre de la musique. Comme nous n'avons pas la musique, parce que je vais chanter ma petite chanson parce que j'avais participé à la création, mise en scène par Jean-Marie Villégier avec les Arts Florissants quand ça a été monté ici il y a quelques années. Et donc là il y a l'air du premier berger, je le connais. Mais en réalité, quand on lit ça, ça dure une petite demi-heure. Et je trouve c'est l'occasion, cette captation avec des gens, de leur faire découvrir la réalité du travail à table. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire faire des choix? Et comment ça s'incarne? Et donc, en toute honnêteté, les deux versions que je vais proposer à votre sagacité, à votre talent, sont deux versions réellement possibles. Parce que je m'en souviens, quand j'étais au conservatoire, on avait découvert la dramaturgie avec quelqu'un de formidable qui s'appelait Bernard Dort. Et lui, qui était un universitaire, mais qui nous poussait à détourner totalement les pièces et les œuvres pour tester des points de vue très tirés par les cheveux, mais pour montrer justement qu'on pouvait agir sur les pièces. Mais à l'arrivée, honnêtement, c'était super rigolo à faire, mais à l'arrivée, c'était très éloigné. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, je vous dis qu'en fait, ça se passe chez les Martiens, qu'en réalité, Ali, en fait, c'est un nom de code. En fait, on va pas l'appeler Ali, mais H-A-L-I. Des trucs comme ça, c'était possible, mais c'était vraiment trop tiré par les cheveux. Là, les deux versions que je vais vous proposer de lire, l'une puis l'autre, sont deux choses auxquelles moi je crois, qu'on peut vraiment, qu'on pourrait mettre en scène exactement comme ça. Une version qui est très proche de celle de mon point de vue qu'a écrite Molière, parce qu'il se posait pas la question. Lui, Molière, il écrivait une pièce, de son point de vue, il n'y avait pas 50 000 façons de le faire. Donc ça, c'est la version que j'appelle Le Tyran, qui est vraiment, de mon point de vue, la version la plus proche de ce que je pense que Molière aurait voulu, si tant est qu'il avait voulu quelque chose. Et l'autre, que j'appelle Les Sentiments, qui est peut-être plus proche de ce qui maintenant, moi, m'intéresse plus dans la pièce. C'est-à-dire, après coup, se dire, mais en fait, est-ce que c'était pas un peu plus que ça? Est-ce que c'est pas un peu plus qu'il n'a voulu dire? Et si, finalement, effectivement, Dom Pedre n'était pas le rapteur, le violent, le mari violent et plus âgé, mais pourquoi pas simplement un homme jaloux, mais un homme jaloux dont l'amour serait possible, et ainsi de suite. Voilà à quoi on va jouer. Alors, pour aller au bout de ça, il aurait peut-être même fallu garder exactement les mêmes distributions, mais la distribution étant un premier choix dramaturgique,
Je pense que c'est très bien de montrer justement qu'on distribue tel rôle à tel acteur en fonction de ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire que tous les acteurs sont capables de tout jouer. Mais on voit bien que distribuer, alors en l'occurrence ici, il y a que des acteurs que j'aime beaucoup et qui sont des acteurs de talent, mais donc finalement, distribuer Elissa dans une version dans le rôle d'Isidore et Pauline dans une autre version dans le rôle d'Isidore raconte autre chose en fait. Et si je vous ai choisi aussi, c'est parce que, de mon point de vue, vous pouvez raconter des choses diverses, mais que par vous-même, par ce que vous dégagez, vous racontez déjà un possible de mon histoire, de mes histoires. Voilà à quoi on va jouer. Alors, ça va être rapide, hein, donc après c'est pour ça qu'il va falloir éventuellement pas mal noter de choses, parce que quand même, on va être obligé par moment d'accentuer un peu certains points de force, certaines vitesses, parce que je voudrais qu'on entende la différence, parce que faut que ça soit quand même pas si, enfin, faudrait pas que ça soit trop discret, le changement, à part le changement de distribution, parce que sinon, les gens, ils vont entendre 2 fois de suite la même chose, ils vont se dire, mais c'est très très bizarre leur truc. Voilà. Donc, voilà à quoi on va faire. Alors évidemment, il manque Julien Frison qui est parti, qui doit être en train de travailler son rôle sur des parois, hein, sur des parois. On va non, je sais pas où il est, je sais pas exactement ce qu'il fait. Il a profité d'un moment, et puis, il va nous rejoindre, après. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous raconter mes 2 versions. Vite fait, comment ça se passe, et puis après on essaye, on commence. Ça va ? Ouais, très bien. Bon bah, à lundi prochain. Ouais. Non, on dit ça, c'est parce que c'est... Et là, tu vois, je fais semblant, tu sais, c'est comme les journaux télévisés. C'est-à-dire que je fais comme ça, puis tu sais, on fait semblant de parler, tout ça, puis en fait, après, doucement, Clément, il s'éloigne, comme ça, il coupe le son, comme ça, tu vois, c'est...